Alors, on a déjà évoqué pas mal de sujets ce matin. On a dit beaucoup de fois data. Rémi, toi qui vois un petit peu, qui a une vision un peu globale à travers les clients que vous accompagnez, comment est-ce que tu vois un petit peu le chantier de la transformation, le chantier de la data? Quels sont un peu les grands enjeux pour ces entreprises? Déjà, bonjour à tous. Alors nous, IBM, on réalise, on va dire, tous les ans une étude avec le BCG qui a pour objectif, on va dire, de réfléchir sur la maturité déjà de la transformation digitale auprès de nos clients. Au travers de cette étude, ça nous a permis de faire sortir des tendances, de voir un petit peu où en est le marché, où en sont nos clients, et ce qu'on va pouvoir leur amener aussi pour les accompagner sur leur transformation. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a deux grandes tendances. La première, c'est qu'il y a un véritable nouveau modèle d'engagement. Une chose assez évidente, on arrive maintenant à avoir des sociétés de taxi sans taxi, des retailers sans magasins. On voit qu'on est dans une nouvelle ère, on voit qu'il y a des changements qui arrivent, on voit qu'il y a des nouveaux entrants qui arrivent, on voit qu'il y a des banques qui s'ouvrent et qui ne sont pas vraiment des banquiers à l'origine. Enfin, il y a vraiment quelque chose de nouveau là-dedans et on voit que cet engagement, c'est un engagement, on va dire, du bout en bout. Donc ça, c'est un premier nouveau élément important, c'est ce nouveau modèle d'engagement. Le deuxième, c'est effectivement la donnée. La donnée, on en a tous. Hein. Un téléphone aujourd'hui contient des milliers, voire des millions de données. Votre voiture contient des millions de données. Vous échangez des millions de données. Nous, clients et compagnies, que ce soit éditeurs et ainsi de suite, on a tous énormément de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette donnée, si elle est bien exploitée, si elle est bien analysée, c'est une source incroyable, une opportunité incroyable pour amener des nouveaux services, amener des nouveaux produits et surtout répondre à des besoins clients. Maintenant, nous, on a une vraie conviction par rapport à ça et à ce niveau de transfo digital, surtout par rapport à l'accompagnement, c'est qu'on a pu voir qu'il peut y avoir des notions de gâchis digital. Quand je parle de gâchis digital, c'est que notre chance, nous, c'est qu'on a un périmètre très large et qu'on voit énormément de clients dans différents secteurs et différentes tailles d'entreprises. On a pu voir justement qu'il y a énormément d'entreprises qui se lancent dans des POC ou des pilotes. J'ai pu voir des entreprises qui ont lancé 50 POC. C'est super, mais un POC, ça coûte cher. Et un POC n'est pas une réalisation finale en fait, de mise en production. Nous, notre conviction, c'est vraiment de se dire aujourd'hui, la maturité est bonne au niveau de la transformation digitale. On est dans une logique de passage à l'échelle. Donc effectivement, le POC est utile à un moment, mais il doit tout de suite être engagé sur quelque chose d'encore plus fort. Et pour ça, nous, on voit la transformation digitale autour de 4 grands axes, 4 grands piliers. Le premier pilier, pour nous, c'est autour de ce que la plupart des entreprises font en ce moment, c'est des labs, c'est des studios, c'est des nouvelles méthodes de co-création au travers de méthodologies telles que le design thinking. Donc ça, beaucoup d'entreprises se sont lancées là-dedans. Tout le monde ne sait pas complètement le faire, mais en tout cas, il y a ce premier sujet quand même lancé. On en a un deuxième, c'est un sujet autour des plateformes. Les plateformes, l'objectif, quand on veut passer à l'échelle, évidemment, c'est de bien co-créer, bien comprendre, avoir un bon parcours client, c'est une évidence, c'est un premier sujet très important, mais c'est de le faire sur une base. Et il faut que cette base, en termes de plateforme, que ce soit une plateforme d'engagement, comme on peut avoir du CRM, de l'e-commerce, ou alors un système of record qu'on peut avoir avec du SAP, du back-office, il faut que ce système soit évidemment évolutif et le plus à la pointe possible. Le troisième pilier, non des moindres, c'est celui de l'académie. L'académie, c'est les people. Il n'y a pas de transformation sans hommes et femmes. Et ce qui veut dire, c'est que là-dedans, avec nos clients, et la manière dont on voit aujourd'hui, c'est qu'on est dans une vraie notion de partenariat. Quand on veut passer à l'échelle, quand on veut prendre un certain nombre de projets en parallèle, ce qu'il faut qu'on arrive à faire à tout prix, c'est déjà connaître le périmètre, voir l'assessment des people qu'on a en interne qui peuvent les prendre. Et nous, ce que l'on fait avec nos clients, c'est qu'effectivement, on est capable de les accompagner sur cette notion d'académie, c'est-à-dire des formations internes, de l'upskilling, du reskilling, du recrutement externe. On en fait, nous, tous les jours pour nous-mêmes. Donc, on a l'habitude de ça. Et donc, cette notion de coaching et de monter les compétences de nos clients, c'est vraiment quelque chose qui est notre quotidien. Le quatrième pilier non des moindres, c'est la notion de factory. Le factory, c'est aussi le passage à l'échelle sur des développeurs qui pourront être présents dans des centres de développement qui vont pouvoir nous permettre très rapidement de prendre un certain nombre de sujets en parallèle. Donc vous voyez, il y a ces 4 piliers. Avec certaines compagnies, c'est une combinaison de 2, d'autres c'est 4. Mais c'est sur ces sujets justement qu'on arrive de passer d'un mode pilote à un mode passage à l'échelle. Juste par curiosité, il y a un ordre à prendre particulièrement ou pas spécifiquement ?
Oui, oui. Souvent, enfin, ce que l'on fait, c'est qu'on va parler d'expérience client dans un premier temps. C'est-à-dire, on ne met pas de solution en place avant d'être certain que le parcours client, que l'attente client soit bien compris. Donc, dans les 4 entités dont je viens de vous parler, la première, c'était celle des studios, des labs, de la co-création, du design thinking. C'est déjà être certain qu'on ait bien compris l'attente de nos clients et le parcours de notre client en omnicanalité sans couture. C'est quand même sur ces sujets-là. Et le deuxième, une fois qu'on a ça, c'est de bien connaître le périmètre des projets qui sont dans ces sujets de transfo digital pour après pouvoir tout de suite rentrer dans une logique de people, donc d'académie, et donc de former et d'amener les bons people sur ces sujets-là. Fabien, vous, chez Disneyland Paris, l'expérience client est importante. Si on fait un petit data check-up un peu justement des différents projets, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, sur la manière dont... Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, la manière, donc, sur la partie des projets, la manière dont on a orchestré ça, déjà, on va découper l'expérience client par différentes étapes pour s'assurer que sur chacune des étapes, on va vraiment avoir la meilleure réponse pour le client sur cette étape-là et la fluidifier au maximum d'une étape à une autre sur l'expérience client. Donc aujourd'hui, on est plutôt, je dirais, assez correct sur la manière qu'on va collecter les données sur les différents points de contact, les différents moments. En revanche, la partie redistribution de ces données en temps réel sur les différents points de contact, c'est là où clairement on a un vrai chantier qui va être lancé là dans les prochains jours. On devrait avoir le jour d'ici une petite année qui va nous permettre d'avoir en temps réel ou presque temps réel suivant les points de contact, avoir une vraie vision transverse prospect-client qui va permettre d'optimiser soit une interface digitale clé, un site web, une application mobile, soit une interface humaine, c'est-à-dire de donner l'information au call center, de donner l'information dans le personnel qui travaille dans les hôtels, qui travaille dans le parc, pour pouvoir avoir la meilleure interaction possible dessus. Alors comment justement est-ce qu'en interne, si on parle un peu des hommes qui sont derrière ces chantiers, comment ça s'organise ? Alors l'organisation, moi je gère toute la partie données prospect client, donc on a une équipe qui gère ça en interne, où là nous on va essayer de effectivement mettre tous les points de contact possibles, agréger ça et les redistribuer partout. Après, j'ai aussi une casquette de data governance. Donc, j'ai mis en place cette structure-là, qui est cette logique. Elle est plutôt dans essayer de casser les silos entre les différents départements pour être sûr que la data puisse circuler d'un endroit à un autre, avec toutes les contraintes juridiques qu'on connaît et qui vont s'augmenter, mais qui vont encore en augmentant, mais qui vraiment c'est un élément clé à la fois pour les projets, pour le choix des technologies, le choix des solutions, des plannings, la manière dont on va les orchestrer, mais aussi, je dirais encore plus, pour l'état d'esprit au travers de la donnée. C'est-à-dire que encore il y a peu de temps, et dans certaines divisions, on sent un peu des chapelles avec ce côté c'est ma data, je veux la conserver, alors que c'est clairement aujourd'hui le côté cross-data, cross-touchpoint à tous les éléments. C'est vraiment sur quoi on veut s'orienter. Alors, le cross-data, c'est ce qui va permettre justement la personnalisation, l'expérience client des campagnes. Rémi, comment est-ce que tu vois un petit peu cette démarche ? Alors là, on pourrait avoir un raccourci, on pourrait se dire, bon, mais très bien, on a un beau projet informatique, on va tout de suite mettre en place une solution. Vous avez dû comprendre que par rapport à la première question, oui, effectivement, il y a un moment où on va mettre des solutions en place, mais ma vraie conviction, c'est qu'avant de mettre quoi que ce soit en place, il faut être bien certain qu'on ait compris à qui on va adresser ces solutions. On va faire des ciblages marketing, on va envoyer des images, peu importe les canaux, il faut déjà savoir l'appétence de nos clients ou de nos prospects par rapport à ces canaux-là. Donc il faut vraiment passer par à mon avis, c'est vraiment notre conviction, passer par une étape, on va dire en amont, de compréhension autour des customer journées sur nos clients. Le design thinking est excellent justement pour arriver à un résultat intéressant. Pourquoi ? Parce que le design thinking, ça n'est autre aussi que de la co-construction. Et dans cette co-construction, vous allez mêler en même temps des gens du métier, des gens de l'IT, des gens très spécifiques sur un sujet particulier, voire même un client final ou des clients finaux. Et on a le droit d'inviter nos clients à réfléchir sur leur propre parcours. Et on arrive à des résultats assez intéressants là-dessus. Juste par curiosité, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont utilisé le design thinking pour pouvoir avancer sur des projets, justement ? Il y en a quelques-uns quand même.
Et donc du coup, voilà, ça fait partie de ces méthodologies. Il y a d'autres méthodologies que vous utilisez justement en amont, avant de mettre en place des projets? Alors, en amont, c'est principalement du design thinking. Après, une fois qu'on est parti en réalisation, on est sur des méthodes agiles ou alors sur du DevOps ou sur des choses comme ça. On est sur de l'agilité qui va nous permettre de délivrer rapidement, d'amener de la valeur très rapidement et qui va permettre justement de répondre à une attente client et de répondre à une ambition d'entreprise. Alors Fabien, comment est-ce que ça se matérialise chez Disneyland Paris, cette personnalisation? Alors cette personnalisation, c'est vraiment différents endroits du cycle de vie du client sur lesquels on va plus ou moins personnaliser. Et nous, on est plus dans une approche, même si la personnalisation, c'est un moyen, mais pour nous, le but ultime, c'est vraiment l'expérience client. C'est d'apporter la meilleure expérience en termes de satisfaction ou autre. On a, par exemple, on a mis en place toute une cellule de social care qui va répondre aux questions des personnes plutôt en amont du cycle de vie, donc qui va répondre aux questions ou aux interactions qu'ils peuvent avoir sur Twitter ou autre. Pour répondre, on a à peu près un tiers des questions, des interactions qui sont d'ordre business. Le reste, c'est plutôt d'ordre d'accompagnement, de préparation à la visite ou même d'exultation. C'est-à-dire qu'on va aussi les remercier de dire « super, je viens chez Disney en 3 jours, oui, on est content de vous recevoir, etc. » Donc on va vraiment dans cette orientation-là pour la partie social care. On va, si on continue un peu dans le cycle de vie du client, on va mettre en place dès la semaine prochaine un nouvel outil qui va nous permettre d'agréger différents points de contact qui sont aujourd'hui, donc on fait depuis quelques années tout ce qui est live chat ou callback avec les agents du call center. Et donc là, on va le migrer tout ça sur une seule et unique plateforme sur laquelle on va rajouter du chat communautaire. Donc c'est vraiment la possibilité à nos clients ambassadeurs de répondre à d'autres prospects. On y croit beaucoup parce qu'on a beaucoup d'ambassadeurs, beaucoup de gens qui sont attachés à notre marque. Et puis grâce à ça, ça va nous permettre aussi de piloter, d'orchestrer à partir d'un seul et même outil. Ce qui est clé pour nous, c'est-à-dire que une des grosses craintes qu'on avait, c'était de sursolliciter le client avec appelle-moi ici, chat ici, etc. Et donc de pouvoir vraiment orchestrer ce qui fait le plus de sens pour eux à l'instant T où ils sont dans leur cycle de vie, et aussi pour Disneyland Paris de se dire qu'est-ce qui est le plus efficace en termes de conversion, de panier moyen, etc. Donc de vraiment pouvoir piloter ça à partir d'un seul outil. Et puis, peut-être un élément important qu'on fait pour nous, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est l'advocacy, c'est-à-dire la recommandation de nos clients, qu'on cherche vraiment à maximiser, parce qu'on sait que c'est un élément clé, le bouche à oreille classique, mais aussi le bouche à oreille digital. Et on le fait notamment de deux manières. On le fait via, classiquement, en fait, TripAdvisor, où on va inciter les gens à les répondre, à aller laisser des reviews post-visite, ce qui va permettre non seulement d'augmenter le volume, mais surtout d'augmenter les ratings, puisque beaucoup de gens sont assez satisfaits de leur visite à Disneyland Paris, ne vont pas forcément prendre le temps d'aller déposer une review. Donc grâce à ça, on les incite et on augmente clairement le rating de TripAdvisor grâce à ça. Et puis là, c'est plus sur l'expérience elle-même sur le parc. On a mis en place un outil qui nous permet de traquer tout ce qui est fait de manière publique sur les réseaux sociaux grâce à du geofence. Et donc on mesure aujourd'hui, on a à peu près 2000 photos vidéos qui sont publiées par jour sur notre resort. Donc c'est déjà beaucoup, si vous imaginez la résonance que ça peut avoir sur les différents followers de ces gens-là. Mais on cherche encore plus à le maximiser. Donc par exemple, on a une saison Star Wars là, qui est maintenant en début d'année, et on a incité les gens à aller poster des photos en lien avec la saison, et qui leur permettait de gagner un petit goodies, mais surtout de pouvoir se voir dans le parc, dans un grand écran, etc. Et qui nous maximise l'advocacy sur leur expérience du parc. Finalement, donc dans la collecte et le traitement de ces datas, ça se fait de plus en plus en temps réel. La prochaine étape, c'est le prédictif. Rémi, chez IBM, qu'est-ce que c'est concret? Qu'est-ce que ça veut dire le prédictif? Alors moi, je ne parlerai pas de prochaine étape, parce que je pense qu'on y est vraiment dès maintenant. Vous avez dû voir là, aux informations là, des sujets qui sont déjà d'actualité. Le Crédit Mutuel donc, a communiqué assez largement sur le fait qu'il fait le passage à l'échelle sur les systèmes prédictifs et cognitifs au travers d'un assistant virtuel qui va équiper 20 000 chargés d'affaires.
Cette assistance, c'est Watson, donc c'est une solution IBM justement sur la partie cognitive. Et cet assistant va vraiment accompagner et aider le chargé de clientèle dans son quotidien. Il va lui aider à trier les mails, il va lui prioriser les sujets, il va lui aider à co-construire des solutions, il va l'aider à chercher très rapidement des documents qui peuvent être complexes, des documents sur les assurances ou sur les crédits. C'est un véritable assistant qui va permettre justement au chargé de clientèle de se consacrer à son rôle de conseil au travers justement des choses qui peuvent amener à ses clients finaux. Donc c'est une valeur ajoutée en plus que l'on amène au Crédit Mutuel. Vous verrez aussi dans les prochains jours d'autres annonces qui seront faites sur ces sujets. Donc pour moi, c'est d'actualité, et 2, on n'est plus non plus là sur un système de POC ou de pilote. Crédit Mutuel le prouve avec 20 000 personnes. Il a fait un POC, évidemment, concluant, qui a permis de montrer qu'il y avait une véritable efficacité derrière en termes d'opération, d'efficacité commerciale et d'efficacité opérationnelle dans le quotidien, donc justement de ses chargés, et qui a amené une satisfaction plus forte au niveau des clients. Fabien, quelles sont les prochaines étapes pour toi ? Pour nous, Disneyland Paris, c'est vraiment adapter ce que font déjà nos cousins aux US à Walt Disney World, c'est-à-dire toute la partie personnalisation des points de contact avec la couche machine learning. Donc ils le font déjà eux sur la partie du site web, où ils ont une quinzaine de points qui sont personnalisés en temps réel, et ils mesurent déjà une efficacité beaucoup plus grande grâce au machine learning que les règles éditées par les humains. Donc il va falloir se mettre à la page, et ça sera, je pense, les grands enjeux de demain, c'est d'être capable de piloter ça au mieux pour maximiser les résultats. Merci beaucoup, de beaux projets en perspective. Je vous remercie pour vos témoignages.